Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Mes chers compatriotes, la France a un nouveau Premier ministre. La première. On en a marre de Macron et son monde, et donc c'est plus possible. Les clés. Nous sommes responsables de l'avenir. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un numéro des clés où l'on va essayer d'y voir clair dans la situation politique en France. Nouvelle chute de gouvernement, mouvements sociaux, le second mandat présidentiel d'Emmanuel Macron est un long fleuve chahuté. Les 3 derniers premiers ministres ne sont restés en poste que quelques mois. D'aucuns se demandent si la Ve République est encore adaptée à la réalité politique d'aujourd'hui, si la France n'est pas devenue tout simplement ingouvernable. Alors on va prendre 27 minutes pour comprendre. La première, les clés. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore, et le poids de la dette déjà insupportable sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher. Paris, Assemblée nationale, lundi 8 septembre, c'est le chant du cygne pour François Bayrou qui vit ses dernières heures comme Premier ministre. Il a sollicité un vote de confiance sur sa politique et sur sa volonté de prendre à bras-le-corps l'enjeu des déficits publics et de la dette qui en découle. Mais voilà, au moment du vote, à peine un tiers des députés vont lui apporter leur confiance. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Fin de partie donc pour le gouvernement Bayrou qui n'aura pas tenu un an. Il était déjà le 7e Premier ministre depuis le début de la présidence Macron en 2017. Si la vie des gouvernements et des premiers ministres est devenue si fragile en France ces dernières années, c'est parce qu'aucun des 4 derniers gouvernements n'avait à sa disposition une majorité parlementaire à l'Assemblée. Depuis la dernière élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, et plus encore depuis la dissolution en juin 2024, J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. le camp Macron n'a plus de majorité. Il a fait alliance avec la droite républicaine, mais c'est toujours insuffisant pour avoir une majorité. On a donc des premiers ministres qui disent vouloir mener de grandes réformes, mais avec des gouvernements minoritaires, toujours à la merci d'un vote de censure à l'Assemblée nationale. Michel Barnier n'a tenu que 3 mois, François Bayrou n'aura fait lui que 9 mois, et la mission de son successeur, Sébastien Lecornu, issu de la droite, s'annonce tout autant instable, puisqu'il devra vraisemblablement aussi piloter un attelage sans majorité. À cela, il faut encore ajouter la méfiance grandissante de la population. Aujourd'hui, près de 80% des Français disent éprouver des sentiments négatifs à l'égard du monde politique. Méfiance, dégoût, désintérêt. De baromètre en baromètre, la distance ne fait que se creuser entre la population et ses élus. Le président Macron lui-même bat des records d'impopularité. Ce mercredi 10 septembre, des milliers de Français sont venus d'ailleurs crier leur ras-le-bol dans les rues. Sous le slogan « Bloquons tout », le mouvement était né sur les réseaux sociaux, nourri par la colère et par la peur de l'avenir. Je m'inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. On veut plus de pouvoir d'achat, de la justice sociale, de la justice fiscale. Et on veut aussi plus de démocratie. Ce serait bien que ce soit respecté un peu dans ce pays. Finalement, on était loin d'une France paralysée, pas de remake des Gilets jaunes à ce stade. Par contre, le blocage politique, lui, risque de demeurer encore, dans un moment pourtant particulièrement critique pour l'Europe et pour nos démocraties.
tout de suite, pour essayer de comprendre tout cela, on va prendre la direction de Paris où on rejoint notre correspondante Adeline Percept. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors j'ai envie d'abord qu'on essaye de bien comprendre ce qui vient de se jouer là ces derniers jours en France et d'abord de comprendre pourquoi François Bayrou, Premier ministre sortant, s'est soumis à un vote de confiance qui, vu l'impopularité de ce qu'il proposait, vu qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée, a tout de suite ressemblé à une forme de suicide pour son gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça à ce moment-ci, Adeline ? François Bayrou savait très bien qu'il était sur un siège éjectable au fond, qu'il risquait, et c'est ce que vous avez très très bien souligné dans votre présentation, il risquait la censure parce qu'il n'avait pas de majorité stable au Parlement, il risquait la censure sur ce budget dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, etc. François Bayrou, il a aussi un objectif qui est un objectif tout à fait particulier, c'est le sien, c'est sa personne. Et François Bayrou, il a des ambitions pour 2027. Donc il a estimé que c'était le moment d'une clarification, de tenter le tour pour le tout. Certains ont dit d'auto-déclencher le siège éjectable, au fond, pour clarifier tout de suite. Et puis, peut-être en 2027, revenir en disant, voyez, je vous avais dit, la dette, il fallait s'en occuper et jouer les bons pères de famille à ce moment-là. C'est une façon pour lui de dire « voilà ce que j'aurais voulu faire, mais j'en suis empêché et j'ai envie de le montrer à la France entière par ce moment devant l'Assemblée nationale ». Oui, je pense que c'est très politique, sa façon de voir les choses. Je pense qu'il veut faire passer les autres partis pour des irresponsables. Et son ambition pour 2027, elle n'est peut-être pas très connectée pour le moment à la réalité du pays et à ce que ressentent les Français. Mais vous savez, François Bayrou a fait sa carrière politique de façon assez solitaire, entouré d'une toute petite équipe, et il continue de le faire. Et voilà, et il a échoué dans sa mission qui était d'essayer de donner une forme de stabilité à ce bloc central, et c'est Sébastien Lecornu qui va devoir s'y mettre. Oui, on va venir dans quelques instants d'ailleurs sur la personnalité de Sébastien Lecornu qui a donc été choisi pour succéder à François Bayrou comme Premier ministre. Mais on va accueillir aussi dans cette émission José Alain Fralon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez été d'ailleurs pendant longtemps correspondant du journal Le Monde à Bruxelles, ce qui est intéressant pour nous parce que vous connaissez bien la politique belge et très bien aussi la politique française. D'abord sur votre analyse de ce qui vient de se passer là, est-ce que c'est un moment qu'on doit relier déjà à la présidentielle future de 2027, ce qui nous amène déjà à un enjeu dont on parle souvent en France, c'est que la vie politique est en permanence, quelque part, perturbée ou en tout cas connectée à cet enjeu de la présidentielle tous les 5 ans. Oui, ils ne pensent qu'à ça. Tous. Bayrou le premier. Un des problèmes de la France aujourd'hui, c'est que la fonction présidentielle a été démonétisée. C'est-à-dire la constitution de 58 faite par De Gaulle, pour De Gaulle, après arrangée avec le suffrage universel, l'élection présidentielle. Je pense que ça a été démonétisé. Ça a commencé avec Sarkozy, casse-toi pauvre con. Après, c'était le scooter de Hollande. Après, c'est Macron qui dit tout et son contraire, qui parle trop. Donc, le président de la République n'est plus cette espèce d'arbitre dont on pensait qu'il allait être. Et deuxième chose, moi, j'ai un conseil à donner aux hommes politiques français, c'est d'aller faire un stage en Belgique. D'aller faire un stage en Belgique pour savoir qu'est-ce que ça veut dire le compromis. Alors justement, là-dessus, José Alain Fralon, ça c'est un élément de la situation actuelle qui nous perturbe un peu aujourd'hui dans des pays comme la Belgique, puisque on voit qu'en France, le centre et la droite traditionnelle n'ont pas de majorité, et pourtant Emmanuel Macron continue à rejouer toujours les mêmes cartes, sans ouvrir à une coalition plus large qui pourrait intégrer par exemple une partie de la gauche et alors avoir une vraie majorité à l'Assemblée. Comment est-ce qu'on explique que ça semble inenvisageable aujourd'hui de nouer ce genre de compromis, de sortir en quelque sorte du logiciel majoritaire en France ? D'après moi, c'est la Constitution. C'est-à-dire que la perspective de la présidentielle, c'est pas un compromis. C'est un homme par rapport à une nation. Il n'y a pas de compromis. Mais, entre-temps, il y a le Parlement. Ça compte. Et il faut un compromis au Parlement. Et pour l'instant, on y va de moins en moins. Parce qu'avant, il faut bien voir entre les sociodémocrates, Mitterrand et la droite, Chirac, ça allait sur l'essentiel. Ils étaient quand même
pratiquement d'accord. Bon, il y a eu des heurts, mais il y a eu une cohabitation. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, puisque vous avez une extrême droite très puissante, vous avez une gauche avec Mélenchon très puissante aussi, une gauche extrême avec Mélenchon, et donc les compromis sont de plus en plus difficiles à faire. Mais il faudra en faire, sinon ça va de nouveau, peut-être nouvelle élection. Mais même si on dissout de nouveau, pourquoi la Chambre serait très différente s'il y a une nouvelle élection? Alors on va peut-être se pencher quelques instants sur la personnalité de celui qu'Emmanuel Macron a choisi comme futur Premier ministre, Sébastien Lecornu. C'est Sarah Pousset qui s'est penchée un peu sur le profil et sur le parcours du nouveau Premier ministre français. 39 ans, originaire d'Eure en Normandie, Sébastien Lecornu collectionne les records. Il est souvent le plus jeune dans les fonctions qu'il endosse. Il s'est en effet engagé très tôt en politique. De droite, d'abord chez les Républicains, puis chez les Macronistes. Il était ministre des Armées depuis 3 ans, et ce, malgré les changements de gouvernement. D'abord fidèle à Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu est devenu proche du président en 2019 lorsqu'il a pris la coordination du grand débat national après la crise des Gilets jaunes. C'est le seul ministre à avoir fait partie de tous les gouvernements depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Pourtant, cet homme discret est peu connu des Français. Dans une interview avec Thomas Gadisseux l'année dernière, il confiait d'ailleurs prôner une certaine sobriété politique. Je considère que cette espèce de vacarme, de bavardage permanent abîme beaucoup la parole politique. Et ça, c'est préoccupant parce qu'on a besoin de la politique pour régler les grands problèmes de ce monde. Ça vaut pour la transition écologique, pour la sécurité, pour les questions de développement économique. Et en fait, que la classe politique européenne perde petit à petit le fil du cœur des citoyens européens, parce que c'est pas propre à la France ou à la Belgique, si vous regardez bien, c'est un mal qui traverse nos différentes démocraties, c'est une vulnérabilité. Et donc à un moment donné, il faut aussi que les femmes et les hommes politiques fassent preuve d'un peu de dignité. On décrit Sébastien Lecornu comme le bon soldat, très fidèle à Emmanuel Macron et en même temps avec trop peu de charisme que pour lui faire de l'ombre. C'est enfin un négociateur qui connaît bien ses dossiers et qui semble apprécié à l'Assemblée nationale. Deux coquilles tout de même, d'abord des repas avec Marine Le Pen, révélés notamment par Libération qui avait fait bondir la gauche, et puis des propos datant d'une dizaine d'années qui refont surface depuis sa nomination. Plusieurs organisations et opposants politiques l'ont qualifié d'homophobe. Il s'était en effet positionné contre le mariage de personnes de même sexe en 2012, et puis contre la gestation pour autrui et la PMA pour des couples de femmes ou des célibataires. Des années plus tard, le nouveau Premier ministre s'était défendu en expliquant avoir évolué sur ces deux derniers sujets après avoir reçu de nouvelles clés de compréhension. Voilà pour le profil donc de Sébastien Lecornu. Adeline Percept, c'est donc un homme de droite, on l'a compris, qu'Emmanuel Macron a désigné donc pour reprendre le flambeau après François Bayrou. Et si je reviens à la question qu'on posait juste avant avec José-Alain Fralon, ça peut surprendre puisque on sait que le centre et la droite ensemble n'ont pas de majorité et certains s'attendaient à ce que cette fois-ci, il y ait une main tendue à la gauche, par exemple, ou en tout cas à une partie de la gauche, au Parti socialiste, aux écologistes, pas à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, pour essayer de créer un gouvernement de compromis qui, lui, pourrait avancer parce qu'il aurait une vraie majorité à l'Assemblée. Comment est-ce qu'on peut décrypter ce choix posé par Emmanuel Macron ? Il y a 1000 choses à dire, mais déjà, d'une part, dire que la seule façon de se sortir des ronces, là, tout de suite, maintenant, c'est quand même le scénario d'une GroKo à l'allemande, c'est-à-dire d'une coalition qui irait effectivement des Républicains, si on prend le centre de Sébastien Lecornu, jusqu'au Parti socialiste, qui se dit quand même prêt à dialoguer. Donc, c'est la seule façon. Là, on arrive à avoir 299 députés sur le papier sur 577. Donc là, on peut effectivement faire passer un certain nombre de choses. Le soutien du Parti socialiste, a priori, ce ne sera pas rentrer dans le gouvernement, ce ne sera pas faire alliance avec le pouvoir macroniste. Ça semble complètement hors de sujet maintenant. Par contre, ce qui est possible de faire avec le Parti socialiste, et c'est l'enjeu en fait de ce que va faire Sébastien Lecornu dans les prochaines semaines, c'est de trouver quelques points sur lesquels on peut bâtir un budget et peut-être une ou deux réformes
en direction de la justice sociale et de la justice fiscale. Mais comme disait François Bayrou juste avant lui, c'est un trou de souris. Il y a un tout petit passage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, son ADN politique, si vous voulez, il faut se souvenir de 2017, de sa campagne, son ADN politique, c'est quand même de casser ces partis-là dont il a besoin aujourd'hui. C'est de casser le Parti socialiste, c'est de casser les Républicains, c'est de dire il faut arrêter avec la vieille politique. Donc, si vous voulez, depuis 3 ans, la situation, c'est qu'il a cruellement besoin de ces partis-là, mais que c'est lui-même, au fond, qui a voulu dégager ces partis-là. Donc, c'est quand même très compliqué de réamorcer un dialogue et de faire du compromis sur cette base-là. Mais donc, l'idée est plutôt d'une sorte de gouvernement soutenu de l'extérieur. Pourquoi est-ce que, à gauche notamment, on n'imagine pas pouvoir rentrer vraiment dans un vrai grand gouvernement de coalition? Peut-être pourquoi est-ce qu'aussi à droite, on n'en voudrait pas non plus? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait chez nous en Belgique, c'est arrivé très souvent, où on met la gauche et la droite dans le même gouvernement, semble tout à fait inconcevable aujourd'hui en France, Adeline? Les deux systèmes politiques sont très, très différents. Et comme on le disait tout à l'heure, tout le monde pense à 2027, évidemment. Le Parti socialiste pense qu'il a des chances pour 2027 et ne veut surtout pas être comptable du bilan d'Emmanuel Macron, qui va être quand même assez problématique sur un certain nombre de points pour le Parti socialiste. Donc, il y a cette histoire-là. Il y a l'autre chose, c'est que si vous voulez, les Républicains d'aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau, c'est Laurent Wauquiez, c'est des gens, si vous voulez, qui sont infréquentables pour le socle du Parti socialiste, de la gauche, des écologistes. Donc, d'un point de vue électoral, mais aussi d'un point de vue éthique, le Parti socialiste n'a pas envie d'être embarqué dans le même bateau. Le Parti socialiste veut être vu comme un parti de gouvernement et qui va essayer de faire en sorte que la France ne soit pas bloquée. Mais de là à entrer dans le bateau d'Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est un pas qu'Olivier Faure, en tout cas le premier secrétaire, ne veut absolument pas franchir. Et là, on voit peut-être les limites d'un système. José Alain Fralon, j'ai envie qu'on revienne avec vous pour dézoomer un petit peu là-dessus. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on a une 5e République qui a été construite par et pour le général de Gaulle. On a envie de dire pour qu'il y ait une onction populaire à un moment donné à un système présidentiel avec un président fort qui emmène une majorité avec lui et gouverne la France. Aujourd'hui, quand on voit la multiplication des clivages, quand on voit que ça devient compliqué en fait de construire une majorité présidentielle, quand on voit que l'Assemblée nationale se fragmente de plus en plus, est-ce que ce système de la 5e République est encore adapté à la politique aujourd'hui pour la France, à votre avis? Moi, je crois qu'il est inadapté. Il est plus adapté parce que l'élection présidentielle brouille complètement les cartes. C'est-à-dire que les partis, vous parlez des partis des socialistes, est-ce que les socialistes peuvent rentrer dans une coalition avec la droite? Pourquoi pas? Sauf que ils perdent l'élection présidentielle dans ce cas-là, au profit du Front National ou d'une extrême gauche plus forte et plus radicale. Donc, pour l'instant, la Constitution de la Ve République, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis, moi, tout à l'heure, je disais, il faut qu'ils aillent voir en Belgique ou dans d'autres pays, ou en Allemagne, là, le compromis existe, les grandes coalitions. En France, qui pensent tellement à l'élection présidentielle qu'ils ne veulent pas faire de coalition. Donc, ça va être très dur. En plus, quand même, c'est bizarre, ce nouveau Premier ministre, qui théoriquement doit aller chercher plutôt des voix à gauche, qui est quand même sur les sujets sociétaux, comme on dit, qui est quand même très très à droite, même s'il dit qu'il évolue. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit attendez-vous à tout changer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre des mesures économiques, à arrêter surtout le plan de restriction voulu par Bayrou, l'arrêter et faire une politique un peu plus laxiste peut-être économiquement. Mais ça va être quand même difficile. Est-ce qu'à votre avis, alors José Alain Fralon, on est parti pour une forme de blocage ou alors de timides avancées politiques parce que chaque fois il faudra aller chercher des compromis très difficiles? On est parti pour ça jusqu'en 2027 et à la prochaine élection présidentielle, une paralysie ou une semi-paralysie de la vie politique française?
Oui, pour l'instant, oui. C'est un peu la quatrième République. La quatrième République qui avait avancé, il y avait la guerre d'Algérie, bon, qui a troqué les cartes. Mais donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va avoir les socialistes du bout des lèvres vont peut-être dire oui à quelques réformes, etc. Mais pas plus, parce que les autres, ils pensent, les dirigeants socialistes pensent à la présidentielle. Donc moi, je vois pas du tout la solution, ou alors des gouvernements, parce que dès qu'on dit coalition en France, on dirait que c'est un péché, quoi. Péché. Et Pierre-Alain Frallon souligne d'ailleurs à ce sujet une autre différence entre la Belgique et la France, le fait que chez nous, en Belgique, on a une société civile plus structurée, une concertation sociale organisée avec des patrons et des syndicats qui se parlent, qui nouent des accords, des acteurs sociaux associés à la gestion de la sécurité sociale, etc. Un pouvoir moins vertical donc qu'en France, et dès lors une moindre dépendance à un éventuel blocage politique. Complètement. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, par exemple, en Belgique, l'indexation des salaires sur l'inflation, ça a été obtenu parce que la FGTB, les CAC, les syndicats qui sont très très puissants, ont négocié avec le patronat. Et les politiques viennent après. La même chose pour la loi sur l'avortement, etc. C'est les groupes sociaux, les églises, les non-croyants, les croyants, etc., qui se réunissent, qui discutent, qui trouvent une loi, et les politiques, après, viennent avaliser. En France, tout est politique. Tout, n'importe quel sujet est politique, donc est bloqué. Et c'est ça le problème, cette absence de compromis. Parce qu'on pense la présidentielle. Les socialistes, s'ils s'allient avec la droite, avec Macron, qui est terriblement impopulaire, qu'est-ce qui va se passer? Le candidat socialiste à l'élection présidentielle, il ne fera rien par rapport à Mélenchon ou d'autres, ou à Le Pen, ou à Bardella. C'est ça, cette espèce d'élection présidentielle qui brouille les cartes et qui empêche les compromis. Adeline Percept, est-ce que vous vous attendez aussi à ce qu'on ait jusqu'en 2027 une vie politique française chaotique, soit paralysée, soit qui trouve des compromis cas un cas, mais chaque fois dans des formes de psychodrame? Je pense que ça va être la fin de règne la plus longue de l'histoire de France, ce mandat d'Emmanuel Macron. Très sincèrement, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et ce qui est très inquiétant, et c'est un peu pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que Jérôme Fourquet, qui est politologue ici en France et qui analyse sous toutes ses formes la société française, dit que finalement la vie politique aujourd'hui se joue devant une salle vide. Manière de dire qu'il y a beaucoup de Français qui décrochent aussi de ce jeu politique. Et on le voit, nous aussi, en tant que journalistes, c'est-à-dire que moi, j'ai de plus en plus de gens, notamment dans ce mouvement du 10 septembre, qui me disent « je réponds pas aux journalistes, non, je veux plus être dans le système, dans ce système politique, dans ce système médiatique ». Donc, vous voyez, en plus de ça, il y a une déconnexion entre le jeu politique parisien qui essaye, bon an mal an, de faire ses petites coalitions, ses petits coups en vue de 2027, et puis un président qui reste en poste, coûte que coûte, et des Français qui, pour beaucoup, décrochent de cette vie politique. C'est ça qui est inquiétant. Est-ce que du coup, dans ce qui s'est passé aussi cette semaine avec ce mouvement Bloquons tout qui est né sur les réseaux sociaux, qui finalement n'a pas tourné à la paralysie d'ampleur que certains avaient imaginé, ce qui est assez différent de ce qu'on avait pu connaître par exemple à l'époque avec les Gilets jaunes, vous identifiez aussi peut-être une preuve de ça, du fait que peut-être que plus de colère aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de distance, de décrochage de Français qui ne veulent plus rien avoir à faire avec quelque part cette façon de faire fonctionner la politique? Oui, alors sur ce mouvement, moi je pense qu'il peut évoluer. En fait, au mois de juillet, en province, dans les régions, comme on dit, dans les petits villages, moi j'entendais déjà parler du 10 septembre. Donc j'ai cru, et je suis pas la seule au départ, il y avait aussi il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui votent plus, des gens qui avaient décroché, qui en parlaient du 10 septembre. Et puis, au fil du temps, c'est plutôt la gauche, France Insoumise, qui a évidemment des structures partout en France, qui a commencé à structurer le mouvement, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de gens, finalement, qui au départ auraient pu faire partie de ce 10 septembre, ne sont pas venus, n'ont pas bloqué, n'ont pas... Voilà. Donc, je pense que quand même, il faut s'inquiéter de ce genre de colère.
que les colères ne vont pas disparaître, même si le 10 septembre n'a pas été un grand blocage du pays. Les colères, on les voit sur toutes les enquêtes d'opinion qu'il y a. Les Français pensent que le travail ne paye plus, que même s'ils travaillent, ils n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent plus à avoir un pouvoir d'achat correct. Et ils ressentent une grande injustice, notamment une injustice fiscale. Et ça, tant qu'on n'aura pas adressé ce problème, si vous voulez, je ne vois pas comment on ramène les Français vers les urnes. Ce n'est sans doute donc pas la dernière émission que l'on faisait sur le blocage politique que vit la France aujourd'hui. La situation risque de rester compliquée jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Merci à Adeline Percept, notre correspondante à Paris, ainsi qu'à José-Alain Fralon, journaliste et écrivain avec nous aussi depuis la capitale française. Merci à Guillaume de Smet pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Si vous souhaitez nous écrire et pourquoi pas nous suggérer des sujets d'émissions à creuser, une adresse, lesclés@rtbf.be.